Eh bien bonjour, ça veut sa petite dose de frisson. Vous arrêtez de me demander tous les jours des threads d'horreur, d'accord? Si vous continuez, je fais la grève des threads d'horreur, je rigole pas hein. Aujourd'hui 3 histoires vraiment bien, je suis très heureux des histoires d'aujourd'hui. Surtout qu'il y en a une qu'on a trouvée sur le Let's Not Meet, donc le Reddit où des gens racontent des expériences un peu flippantes. Donc les histoires que je raconte dans ces vidéos là. FR. Et oui, je mettrai le lien en description. Si vous voulez raconter des histoires dessus qui vous sont arrivées, n'hésitez pas, c'est l'endroit pour. Et donc aujourd'hui pour la première fois on raconte une histoire de ce Let's Not Meet FR. Et elle est incroyable, mais d'abord on commence avec l'histoire de Tommy qui lui n'est pas français. Juste avant l'histoire de Tommy, découvrez d'abord l'incroyable histoire sponsorisée de Clarence. Joyeux anniversaire Clarence. XPTDR, c'est quoi ce prénom? T'es qui? Michael, alias Michael le beau gosse. Mais je t'ai jamais invité. J'ai ramené des MacBook Pro, des iPhone 12 Pro, et des AirPods 2 pour tout le monde. Ok, tu peux rester beau gosse. Je peux avoir l'iPhone? Oui, pour ça il te suffit de cliquer sur mon lien en description. Y a quoi sur ce lien? Lords Mobile. Où est-ce qu'il a chopé la télécommande? Lords Mobile est un jeu de guerre et de stratégie mobile gratuit. Le but est de développer ton royaume, ton armée, modifier la formation des troupes, recruter et choisir les meilleurs héros, et créer des alliances pour t'imposer dans un monde médiéval fantastique rempli de magie et de créatures maléfiques. Et pour les cadeaux? En plus en ce moment il y a une collab avec les Chevaliers du Zodiaque, le héros Seiya est offert au téléchargement. Tu n'as pas répondu à ma question. J'allais y venir clavicule, ne t'en fais pas. Non, ça se prononce Clarence. Je m'en tape. À chaque fois que ton château augmente de niveau, tourne la roue de la fortune pour tenter ta chance. Tu tomberas peut-être sur un des grands prix, ou des cadeaux en jeu. Trop cool. Tu es le meilleur Michael le beau gosse. Bon, maintenant on peut revenir à mon anniversaire s'il vous plaît? Michael le beau gosse. Michael le beau gosse. N'oubliez pas que vous pouvez gagner des cadeaux, en téléchargeant Lords Mobile. Grâce à ton lien en description. C'est bon, on sait. Tu pourrais leur demander de me souhaiter mon anniversaire plus tôt. Ah oui pardon, souhaitez tous un bon anniversaire à clavicule. Allez, c'est ciao. Tommy travaille dans une station-service minable. Vous savez, aux États-Unis il y a énormément de stations-service et t'en as beaucoup qui sont vraiment des tout petits trucs un peu creepy, minuscules, pas très bien entretenus. Et ben Tommy, lui, il travaille dans l'une de ces stations-service. Donc il est seul, il est assis sur un tabouret derrière le comptoir et il attend que des clients viennent pour payer leur plein. Il précise qu'autour de sa station-service, il y en a deux autres qui sont beaucoup plus modernes et que donc les clients se font de plus en plus rares à la sienne puisqu'ils préfèrent aller dans des trucs beaucoup plus neufs. Il explique carrément que son taf c'est plus devenu nettoyer et essayer d'entretenir comme il peut cet endroit qui est vraiment crasseux et pas vraiment accueillir des clients à la chaîne qui payent leur plein d'essence. Bref, ce jour-là, il est minuit et demi, Tommy travaille de nuit et il a 6h30 à tuer. Il est assis sur son tabouret derrière le comptoir, il est en train de lire un livre et il fait tout ce qu'il peut pour pas regarder l'horloge parce que le temps passe très lentement. Soudainement, du coin de l'œil, il voit un break s'approcher de l'une des pompes. Deux hommes en sortent et se rendent à l'intérieur de la petite boutique de Tommy. L'un des deux est plutôt âgé et porte une veste en cuir et l'autre par contre est beaucoup plus jeune. Il a à peu près l'âge de Tommy et il a un manteau Carhartt et des bottes de travail. Bref, Tommy les décrit comme des gars de la campagne, rien d'inquiétant. Il leur dit bonjour et leur demande en quoi il peut les aider. Et puis le plus jeune des deux hommes lui dit: vous savez que vous êtes surveillé. Tommy comprend pas pourquoi il lui dit ça et le jeune homme pointe du doigt quelque chose à l'extérieur. Dehors, il y a une silhouette sombre d'un homme qui se tient debout près d'un réverbère. Le plus âgé des deux hommes explique à Tommy qu'ils sont passés devant la station-service il y a 45 minutes et qu'ils ont failli écraser un mec qui se tenait au milieu de la route. Et ce mec, c'est apparemment le gars immobile qui se trouve pas loin du réverbère depuis des dizaines de minutes. L'homme âgé explique qu'ils ont peut-être pensé que le mec était drogué ou qu'il avait de mauvaises intentions et c'est pour ça qu'ils ont décidé de faire demi-tour et de venir voir à la station-service si tout allait bien. Pendant que les trois hommes discutent, l'inconnu se tient toujours debout, immobile dehors, mais Tommy il arrive à distinguer le fait que le gars a l'air de parler tout seul. Il voit sa mâchoire bouger comme si le mec se parlait à lui-même. Et c'est là qu'il va prendre les choses en main. Il va demander aux deux hommes de verrouiller la porte d'entrée du magasin qui constitue sa seule défense. Et il va leur demander d'attendre avec lui à l'intérieur du magasin le temps qu'il appelle la police. Et c'est là qu'il se pose une question terrible. Il se dit mais est-ce que les deux mecs qui sont maintenant enfermés avec moi dans mon magasin sont vraiment là pour m'aider? Est-ce que ces deux gars ne seraient pas complices du troisième gars près du réverbère? Quoi qu'il en soit, il peut rien faire. Il est surveillé du coin de l'œil, il prend son portable, il appelle la police et la police répond, il lui dit qu'elle sera sur les lieux d'ici 10 minutes. Tommy est grandement rassuré, il raccroche et il explique aux deux hommes que la police arrive et qu'ils peuvent donc circuler et il les remercie encore une fois de l'avoir prévenu. Les deux gars sortent de la boutique, font quelques mètres et puis s'arrêtent. Et ils lui disent verrouille la porte, il arrive. Tommy se précipite vers la porte d'entrée, il la verrouille à double tour et en regardant à travers la vitre, il voit effectivement la silhouette qui était jusque-là immobile sprinter vers le magasin. Tommy, il est accroupi derrière le comptoir, il voit plus ce qui se passe mais il l'entend. Et ce qu'il entend pour la première fois, c'est la voix du troisième inconnu. Et cet inconnu, il demande aux deux autres où est allé le garçon. L'homme âgé lui répond et essaie de faire gagner du temps à Tommy, il lui dit écoute, il est allé dans la salle de bain, il revient. Immédiatement, l'inconnu se précipite de l'autre côté du bâtiment. Et de l'autre côté du bâtiment, il y a une porte qui mène à la salle de bain. Tommy, il se pose plein de questions. Est-ce que ce
ce mec était déjà venu en repérage avant ce soir? Est-ce qu'il est venu dans cette station-service au hasard ou est-ce qu'il a choisi cette station-service parce qu'il m'a vu à la caisse? Est-ce qu'il est vraiment sous drogue ou est-ce qu'il est juste purement malveillant? Et heureusement pour lui, la police a fait extrêmement vite puisque à ce moment-là, un SUV arrive et 3 policiers descendent immédiatement du véhicule. Ils font le tour du bâtiment, malheureusement ils tombent sur personne. L'inconnu a disparu probablement quand il a entendu les gyrophares. Tommy prend le temps d'aller remercier les 2 inconnus en qui il a douté pendant de longues minutes avant de comprendre qu'ils étaient vraiment de son côté. Et il a jamais su qui était ce mec et pourquoi il en avait après lui. Est-ce que c'était un gars de son entourage? Est-ce que c'était gratos? Est-ce qu'il a juste pas eu de chance? Enfin, il en sait rien. En revanche, il a demandé à son boss d'installer des caméras de sécurité vers l'extérieur et ça n'a pas été fait. Alors à tous les frérots qui bossent seuls dans des boutiques ou qui bossent de nuit et tout, courage, grosse force, je serai en panique. C'est l'heure de la deuxième histoire, c'est l'histoire de Anaïs, notre française, qui a vécu un truc terrible quand elle était jeune. Anaïs explique que c'est maintenant une femme, elle vient d'avoir 19 ans, et qu'au moment des faits, elle en avait 15, presque 16. Elle entre en seconde au lycée, donc grande année, et aussi elle ouvre son compte Twitter. Elle précise que son nom d'utilisateur, elle ne l'a donné à personne. La photo du compte, c'est pas une photo d'elle, c'est une image qu'elle aime bien, un avatar quelconque. Elle est donc anonyme. Elle explique qu'elle a jamais eu beaucoup de followers, elle est montée à 30 followers max et qu'elle suivait pas beaucoup de gens elle sur Twitter, enfin c'est vraiment pas une appli qu'elle ouvrait souvent pour faire des trucs, elle s'en foutait un peu. Mais un soir d'octobre, elle reçoit un message privé chelou. Dans ce message, c'est un mec qui se présente, qui s'appelle Paul, qui a 17 ans et qui lui demande si elle habite bien sur Antony parce qu'il vient d'y emménager et qu'il aimerait bien se faire des amis avant son premier jour de lycée. Immédiatement Anaïs elle est méga méfiante, elle se dit attends, comment il sait que j'habite à Antony? C'est marqué nulle part sur mon profil. Elle réfléchit et puis elle se souvient qu'elle a fait un tweet qui parlait des bus d'Antony et donc elle en conclut que Paul a probablement tapé Antony dans la barre de recherche Twitter et qu'il est tombé sur son tweet et c'est comme ça qu'il est tombé sur elle. Anaïs elle a 15 ans et vous savez très bien quand on a 15 ans on est vraiment en train de se construire fort quand on rentre au lycée et elle c'est une période qui est un peu compliquée, elle a pas trop d'amis etc et comme Paul a été poli et sympa, bah elle lui répond. Elle lui répond donc que oui elle habite bien Antony et qu'elle est bien au lycée là-bas. Et les deux ont des discussions de jeunes, ils vont parler de l'école, de la bouffe de la cantine, des profs sur qui il faut pas tomber parce qu'ils sont pas cool, bref vraiment une discussion classique de lycéen. Mais un peu plus tard dans la soirée, Paul, dans cette discussion un peu classique de lycéen, il intercale des trucs un peu moins classiques. Par exemple il lui demande si elle habite loin du lycée, si elle a beaucoup de frères et sœurs, si elle est souvent ou pas chez elle. Des questions que tu poses pas trop normalement quand tu tchatches avec quelqu'un du lycée. Anaïs heureusement elle s'en rend compte et elle ne répond tout simplement pas aux questions bizarres de Paul. Et voyant que Anaïs ne répond pas à ces questions là, Paul évidemment il passe à autre chose et il arrête de lui demander des trucs déplacés. Les deux vont ensuite discuter pendant 2 ou 3 semaines. Et évidemment quand t'as 15 ans et que tu parles pour la première fois à un mec ou à une meuf pendant 2 ou 3 semaines, quotidiennement plusieurs heures par jour, et ben tu développes des sentiments. Anaïs tombe peu à peu amoureuse de Paul. Elle a très peu d'amis, personne lui a jamais trop apporté d'attention, personne n'a été gentil avec elle. Elle explique d'ailleurs qu'elle a subi beaucoup de harcèlement et que donc à cette époque-là, il suffisait d'être un petit peu sympa avec elle pour qu'instantanément tu sois son meilleur ami, voire plus. Anaïs fait de plus en plus confiance à Paul et baisse peu à peu sa garde. Et juste avant la rentrée des vacances de la Toussaint, Paul lui annonce la nouvelle, il débarque enfin dans son lycée. Anaïs est trop heureuse, elle lui donne une heure, midi, et un lieu, la cour de récré. Paul lui répond qu'il est trop content et qu'il a hâte, mais qu'il aimerait la voir sans qu'il y ait plein de monde autour. Il explique qu'il a peur de pas la reconnaître et qu'il veut pas passer sa récréation à la chercher et perdre du temps. Anaïs compatit et elle change donc l'endroit du rendez-vous, qui est maintenant les toilettes du 3e étage de l'école. Le lendemain matin, Anaïs se prépare, elle se fait belle comme jamais. Ça y est, c'est le jour J, c'est la première fois qu'elle va rencontrer Paul, elle compte les minutes. La récréation arrive, elle court aux toilettes du 3e étage, et après quelques minutes, un homme arrive. Et cet homme, c'est bien Paul. C'est bel et bien la photo du compte Twitter à qui elle parle depuis des semaines. Mais quand même, il fait un peu plus vieux que 17 ans. Elle lui donne plutôt 20 que 17. Ils s'entendent super bien, il y a une bête d'alchimie, et Paul il propose à Anaïs de l'emmener manger au kebab. Anaïs refuse, pas parce qu'elle a peur, mais parce qu'elle a pas d'argent sur elle, et qu'elle a un principe, c'est qu'elle refuse tout le temps qu'on l'invite quelque part. Paul a l'air déçu évidemment, mais il lui propose à la place de l'attendre devant le lycée à la sortie des cours et de la raccompagner chez elle. Ce qui, quand t'es au lycée, honnêtement se fait. Les BG ils font ça un peu. Anaïs lui explique qu'elle rentre chez elle en bus, et que donc s'il veut, il peut la raccompagner jusqu'à l'arrêt de bus. Et ça va être le début d'une routine qui va se mettre en place où tous les jours, Paul va accompagner Anaïs à la sortie des cours jusqu'à l'arrêt de bus. Ça va durer des semaines au cours desquelles Anaïs, elle va quand même noter un truc un peu bizarre, c'est que elle croise jamais Paul dans le lycée. Bon, rien de méga alarmant, elle met ça sur le fait que son établissement il est méga grand, il y a 1500 élèves et qu'il suffit que leurs 2 emplois du temps ne coïncident pas pour qu'ils se croisent jamais. On est le 14 décembre, c'est un jeudi. Au cours d'une discussion, Anaïs se plaint à Paul de passer la soirée seule parce que son père est en voyage pour le travail, son frère fait que de sortir chez des amis, sa sœur est en voyage scolaire et sa mère travaille ce jour-là jusqu'à très tard. Il y a vraiment une sorte d'alignement des astres, ce
jour-là pour qu'Anaïs soit seule chez elle. Alors ayez en tête qu'au moment où elle dit ça à Paul, ils se parlent depuis des mois. C'est plus un inconnu Paul là, c'est vraiment un gars extrêmement proche d'Anaïs, c'est un vrai flirt, un vrai crush. Bref, à l'issue de cette discussion, Anaïs retourne en cours et en fin d'après-midi, à la sortie des cours, Paul vient la chercher et l'accompagne jusqu'à l'arrêt de bus comme tous les jours depuis des mois. Elle monte dans le bus, elle met des écouteurs, elle lui fait un signe de la main, le bus part. 2 arrêts plus tard, Anaïs descend donc du bus et en descendant du bus, elle a un feeling bizarre. Elle a ce fameux truc désagréable dans l'estomac quand t'es pas bien. Quand ton instinct te dit attention. Anaïs met en pause sa musique, mais elle garde ses écouteurs pour faire genre qu'elle n'entend rien de ce qui se passe autour d'elle. Et c'est ce move qui lui a probablement sauvé la vie. Elle quitte la grande avenue pour s'engouffrer dans le quartier pavillonnaire dans lequel elle habite, et pendant qu'elle marche, elle entend quelques mètres derrière elle des bruits de pas. Anaïs met discrètement la main dans sa poche pour attraper les clés de chez elle. Elle arrive devant chez elle, elle met la clé dans la serrure, elle ouvre à toute vitesse et elle désactive l'alarme, ce qui montre qu'elle est bel et bien seule chez elle. À partir de là, elle est soulagée et elle s'assoit dos à la porte d'entrée. Elle se lève et elle regarde à travers la vitre. Et sur la route devant sa maison, il y a Paul. Paul la regarde dans les yeux, d'un air malsain. C'est plus le gars mignon et gentil qu'il était dans ses discussions avec les précédents mois. Les deux se regardent et Anaïs, elle est en full angoisse parce que elle sait que Paul est au courant qu'elle est seule chez elle. Paralysée par la peur, Anaïs reprend contrôle de son corps et elle court dans sa cuisine pour attraper un couteau. Elle retourne devant sa porte d'entrée et Paul est maintenant juste de l'autre côté en train de bourriner la porte. Anaïs fonce vers la porte d'entrée et la plaque pour être sûr que le verrou ne saute pas sous les coups de Paul. Mais au même moment, le voisin d'Anaïs se gare sur le trottoir. Et en voyant ça, Paul pense que c'est la mère d'Anaïs qui rentre plus tôt que prévu et il part en courant. Pendant 2 heures, Anaïs attend chez elle seule dans le noir, couteau dans la main et téléphone dans l'autre. Et lorsqu'elle entend la voiture de sa mère arriver, elle part en courant dans sa chambre et elle fait mine de rien. Anaïs, elle est tellement traumatisée, elle a tellement honte de ce qui vient d'arriver alors qu'elle a aucune raison d'avoir honte. C'est juste quelqu'un qui a abusé d'elle, qui a été manipulateur, qui a été patient, quelqu'un qui est rentré dans son cerveau d'adolescente fragile. Mais comme souvent dans ce genre d'histoire, elle a honte et donc elle en parle à personne. Les jours suivants sur Twitter, Paul la harcèle de messages. Il la menace, il l'insulte à tel point qu'Anaïs le bloque et supprime la conversation. Mais rapidement, elle est suivie par des comptes Twitter qui viennent d'être créés et dont le nom d'utilisateur est une suite de chiffres suivis de la lettre P. Évidemment, Paul est derrière ces comptes et à chaque fois qu'elle en bloque un, elle est suivie par un nouveau qui lui renvoie les mêmes messages. Au total, Anaïs va bloquer une 50aine de ses comptes. Mais comme ça continue, elle va carrément supprimer son compte Twitter. Elle s'est aussi renseignée auprès des autres élèves de la classe de Paul qui lui ont dit n'avoir tout simplement jamais entendu parler d'un Paul. Vous avez compris, en fait, Paul, il était pas du tout lycéen, il a jamais été dans ce lycée. Juste, il arrivait à rentrer dans le lycée le midi pour le rendez-vous devant les toilettes et le soir, il venait devant le lycée pour l'accompagner jusqu'à l'arrêt de bus, mais c'était pas un lycéen en fait. Bref, tous les doutes d'Anaïs se confirment et elle décide de ne pas porter plainte. En premier lieu, parce qu'au moment des faits, elle est mineure et que donc si elle va porter plainte, elle doit en parler à ses parents et elle a pas envie d'en parler à ses parents. Et aussi, elle veut pas porter plainte parce qu'elle n'a aucune preuve étant donné qu'elle a supprimé son compte Twitter. C'est des trucs qui arrivent beaucoup plus souvent qu'on le pense, le fait d'être abordé par des inconnus malveillants sur internet. Alors elle dit il faut pas devenir parano, mais il faut avoir ça en tête et rester prudent, il y a des signes qui trompent pas. Troisième histoire maintenant, elle était longue la deuxième. La troisième histoire, c'est celle de Magali et elle a lieu aux États-Unis. Ça s'est passé 2 ans avant qu'elle la raconte. À l'époque, elle travaillait dans un hôtel. Elle travaillait de nuit, comme pour Tommy à la station-service. Et quand elle travaillait nuit, elle était seule. C'est-à-dire, elle était à la réception et il y avait personne d'autre dans l'hôtel que elle et les clients qui dorment. Au moment des faits, Anaïs est presque à la fin de son service. Et ce soir-là, il s'est pas passé grand-chose. Elle a juste enregistré un groupe de gens qui faisaient un séminaire, c'est tout. En regardant au loin, Magali voit sur le parking une camionnette arriver et se garer. Un gars sort de la voiture et il est couvert de saleté. Magali, elle s'en fout un peu, elle a l'habitude d'accueillir des clients qui sont des gars qui font des travaux manuels, qui sont des ouvriers, etc. Généralement, ils viennent après une grosse journée de travail, donc c'est très fréquent que des gars soient hyper tachés et pas propres quand ils arrivent à l'hôtel. L'inconnu arrive à l'accueil, il demande une chambre, Magali prend ses infos pour l'enregistrer, il s'appelle Michael, elle lui demande sa plaque d'immatriculation pour enregistrer le véhicule puisqu'il stationne sur le parking de l'hôtel, et Michael refuse et demande une chambre au 2e étage, près de l'escalier de secours pour pouvoir s'y rendre et fumer des clopes quand il en a envie. Bon, rien d'anormal, Magali procède au paiement et lui donne la clé de sa chambre. Michael prend l'escalier avec ses sacs et quelques minutes plus tard, il est de retour à la réception et il accuse Magali de lui avoir donné une clé qui ne fonctionne pas. Classique, il a dû mettre la carte dans sa poche, près de son téléphone ou de ses clés, ça l'a démagnétisé, bref la classico. Magali magnétise donc une seconde carte, sauf que cette fois elle l'accompagne au 2e étage jusqu'à sa chambre pour lui ouvrir et lui montrer que ça marche bien. Elle redescend à la réception et contrairement à la station-service de Tommy, l'hôtel est très bien équipé en caméra. Et en regardant le retour caméra du parking, elle se rend compte que la camionnette de Michael n'est plus sur le parking. Sauf qu'elle vient d'accompagner Michael dans sa chambre. C'est impossible qu'il soit descendu et qu'il ait bougé la camionnette sans qu'elle le voie. 20 minutes passent au cours desquelles il se passe rien d'anormal, puis Michael traverse de nouveau le hall principal et se rend à l'extérieur sur le parking. Elle le voit s'allumer une clope, rien d'anormal. Et puis Michael revient dans l'hôtel en courant, cigarette à la bouche, donc Magali lui dit « Si tu veux fumer, c'est dehors, dans l'hôtel, c'est interdit ». Michael jette sa clope par terre, l'écrase et s'assoit dans le canapé de la réception devant la télé.
Magali comprend que le mec est chelou, et en plus il regarde très fréquemment vers l'entrée principale du hall. Il est agité, il a l'air un peu paranoïaque, et des fois il se parle un peu à lui-même. Ça va durer 30 minutes. 30 minutes à l'issue desquelles Magali décide d'aller voir Michael et de lui dire « Écoutez, vous n'avez pas le droit de rester dans le hall à cette heure-là, donc s'il vous plaît, remontez dans votre chambre. » Ce qui est, écoutez-moi bien, un pur mensonge. Il a totalement le droit d'être là et de regarder la télé, mais elle est très méfiante parce que le mec est vraiment chelou. Michael monte au 2e étage, et avant de rentrer dans sa chambre, il redescend voir Magali. Et il lui dit qu'il a oublié où se trouve sa chambre et qu'il a besoin qu'elle le lui montre. Et elle lui réexplique où se trouve sa chambre, à savoir au 2e étage, à gauche. Michael remonte les escaliers et cette fois, il trouve sa chambre et claque la porte. 10 minutes plus tard, il redescend voir Magali et cette fois, il l'accuse d'avoir volé son téléphone portable. Anaïs comprend qu'elle est en danger. Elle met un tournevis dans sa poche et elle se rend au niveau des canapés sur lesquels il a passé 30 minutes pour fouiller entre les coussins, voir si son téléphone aurait pas glissé de sa poche. Surprise, elle tombe pas sur son téléphone mais sur sa carte de crédit. Elle lui donne et Michael évidemment l'accuse d'avoir volé sa carte de crédit. Là, c'en est trop pour Magali. Elle lui dit écoutez, si vous continuez de m'accuser de vous voler des trucs, c'est simple, j'appelle la police et on règle ça, y a pas de souci. Michael lui arrache sa carte bleue des mains et il sort une nouvelle fois sur le parking. Magali retourne à l'accueil derrière son ordinateur et 20 minutes plus tard, Michael re-rentre dans l'hôtel. Cette fois, il est beaucoup plus calme. Il va voir Magali et il lui demande de venir l'aider parce qu'il a un problème avec sa voiture. Sauf que souvenez-vous, la voiture avec laquelle il est arrivé n'est plus sur le parking de l'hôtel. Elle comprend donc que le mec invente des trucs pour essayer de la faire sortir sur le parking. Dans quel but, elle en sait rien, mais elle sait que ça cache un truc. Magali refuse une nouvelle fois et une nouvelle fois, Michael retourne sur le parking de l'hôtel. Elle est seule dans cet hôtel, il est tard, il y a un mec qui est clairement menaçant, elle se démerde depuis un moment pour refuser toutes les demandes du gars, mais elle sent qu'à un moment ou l'autre, il va péter un câble. Elle retourne sur son ordinateur et elle voit que Michael n'est plus sur le parking. Et d'ailleurs, elle voit que Michael n'est plus nulle part. Et puis sur la caméra du parking, elle voit un autre véhicule que la camionnette qu'elle a vu arriver plus tôt. Immédiatement, elle appelle un des hôtels aux alentours, elle lui donne la plaque d'immatriculation du véhicule en question et elle lui demande si cet hôtel-là a déjà enregistré ce véhicule. La réponse est non. Elle a les yeux rivés sur la caméra de surveillance à tel point qu'elle se rend pas compte que Michael est de retour dans le hall. Elle lève la tête et une fois de plus, elle lui explique qu'il doit soit aller dans sa chambre, soit quitter les lieux. Et là, Michael lui hurle dessus. Il lui dit « Tu dois sortir dehors avec moi maintenant et m'aider ». Et d'un coup, Michael sprint au loin sur le parking et disparaît, et du champ de vision de Magali et des caméras de surveillance. Magali, elle est choquée et il lui reste 10 minutes avant l'arrivée de la prochaine employée, celle qui va prendre le relais à la réception. C'est les 10 minutes les plus longues de sa vie. C'est 10 minutes pendant lesquelles elle pense que Michael va revenir et cette fois va en arriver aux mains et va la kidnapper de force. Heureusement, ce n'est jamais arrivé. Elle explique ce qui s'est passé à sa collègue qui risque de croiser Michael et elles vont toutes les deux verrouiller les portes d'entrée du hall avec un panneau expliquant que si les clients veulent rentrer à l'intérieur, il faut appeler la réception. Et elle rentre chez elle en sûreté. Le lendemain, elle appelle ses boss et ses boss lui expliquent que Michael n'est jamais revenu dans sa chambre prendre ses sacs. Et oui, souvenez-vous, il était venu avec des sacs qu'il a déposés dans sa chambre. Un mois plus tard, Magali est de nouveau à la réception, sauf que cette fois, il y a des collègues dans l'hôtel. Elle n'est pas seule. Et qui franchit la porte d'entrée du hall? Michael. Michael vient la voir et lui demande des nouvelles à propos des affaires qu'il a laissées dans sa chambre un mois plus tôt. Et il lui demande aussi s'il peut réserver une chambre. Elle garde son sang-froid, lui explique qu'un employé va lui amener ses affaires, mais qu'en revanche, il n'a plus le droit d'entrer dans cette propriété. Autre chose que Magali remarque, c'est que cette fois, il est arrivé à l'hôtel en SUV, ce qui correspond ni à la camionnette qu'elle avait vue un mois plus tôt, ni au deuxième véhicule qu'elle avait vu un mois plus tôt rôder sur le parking. Michael récupère donc ses affaires et s'en va. Mais après qu'il soit parti, Magali elle réalise un truc. Il l'a appelé par son prénom. Alors au début elle s'est dit bah c'est normal, j'ai un badge et mon prénom est marqué dessus, sauf que ce jour-là elle avait oublié de mettre son badge. Michael se souvenait de son prénom un mois après sa première apparition dans l'hôtel. Elle en a donc conclu que c'était bel et bien un gars creepy qui l'a ciblé, qui l'a probablement vu au loin à la réception et qui ce soir-là lui voulait du mal mais n'a pas osé passer à l'acte. Magali, elle n'a plus jamais travaillé seule le soir à l'hôtel sans la présence de son petit ami qui la conduisait jusqu'à l'hôtel et qui restait avec elle la durée de son service où elle se retrouvait seule dans l'hôtel. Voilà messieurs dames, maintenant c'est simple, dès que j'irai de nuit dans un endroit, les employés je leur ferai des sourires, je leur dirai tu veux un café frérot, tout va bien. Du coup je serai creepy et ils appelleront les flics, fait chier. J'espère que ces 3 histoires vous ont plu, je crois que c'était un thread d'horreur plutôt long aujourd'hui. Habituellement vous m'en voulez parce qu'ils sont trop courts, écoutez aujourd'hui vous devriez être rassasiés en termes d'histoire d'horreur. Passez une merveilleuse soirée et une délicieuse nuit. À très vite.